Hello les femmes, bienvenue. Salut. J'avais même pas mes écouteurs. Hello. Salut Eugénie, salut Pamela, Kim, Nadia, Alexandra, Christelle est là, yes, Marie. Good, contente de vous voir aujourd'hui. Oh my god, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de conférence en direct comme ça avec des personnes de la communauté, comme je suis tranquille avec mes clientes. Puis là, c'est comme, oh, ça me fait tout drôle. Je suis super contente. Pensez, ladies, à couper votre micro pour la première partie. Comme ça, on va pouvoir bien s'entendre. Puis, bien entendu, comme je vous l'ai promis, il y aura aussi une période où on va pouvoir partager ensemble, questions-réponses, etc., etc. Donc, vous pourrez ouvrir votre micro un peu plus tard. Oh my God, Valérie est là. Trop contente. Allô, Madame Valérie Gaudin. Contente de te voir ici. Allô. Je désactive ton micro, ma belle. On aura une période questions-réponses plus tard, mais voilà, pour bien que ça commence. Good! Alors déjà, j'ai envie qu'on prenne un moment juste pour arriver dans l'espace. On a toutes nos vies qui sont bien remplies, bien occupées. Là, vous avez pris du temps ce midi pour venir découvrir quelque chose, pour venir prendre du temps pour vous, pour votre couple aussi. Alors, je voulais simplement que on prenne le temps de se déposer pour créer un espace où on va être capable de bien recevoir ce qu'on est venu vivre en ce moment, tout simplement. D'accord? Donc, aujourd'hui, ce qui est prévu, mesdames, c'est que je vous livre les 3 outils que j'utilise au quotidien. Okay? C'est vraiment des choses que j'utilise quand ça va bien, quand ça va moins bien, quand on est en crise. Bref, toutes les raisons sont bonnes pour venir utiliser ces 3 outils qui sont super simples, qui sont très applicables et qui vont vous permettre de reprendre le contrôle sur votre relation. Puis, avant de commencer, j'avais envie de vous partager la raison pour laquelle j'ai créé cette conférence. C'est que souvent, je parle à des femmes qui ont envie de reprendre le contrôle sur leur relation, qui sont comme « Oh my God, je vois tellement ce qui est possible pour nous. Je le sais, là, je vois le potentiel de mon chum, je vois, moi, mon évolution. Tu sais, je fais du dev perso, il y en a beaucoup qui ont des entreprises aussi, puis qui sont comme « Oh my God, j'ai tellement envie de voir plus loin, de créer davantage. Je sais qu'on est une team, je sais qu'on est capable de toutes ces choses ensemble. » Mais le truc, c'est que moi, j'ai le sentiment d'avancer, puis j'ai le sentiment que mon chum, il n'est pas toujours réceptif à ça. J'ai l'impression que lui, il voit pas toujours ce qui est possible. Donc, c'est des femmes qui, petit à petit, perdre leur, euh, vont perdre leur pouvoir. Ils sont comme, hey, moi, j'ai donné tout ça, j'ai fait toutes ces choses, puis j'avance, et lui, maintenant, c'est à son tour. L'affaire, c'est que quand on se sent comme ça, on se sent impuissante. Il n'y a plus d'options pour nous, on ne sait plus quoi faire pour être capable de faire avancer la relation. Et donc souvent, ces femmes vont aller chercher, ok, mais là, il faut que j'ai des meilleures techniques de communication. Fait qu'elles ont tous les livres sur la communication non violente. Comment faire pour faire avancer notre couple? Comment avoir une meilleure communication ensemble? Et pour moi, avant la communication, il y a une étape cruciale. Puis pour vrai, je comprends pas pourquoi les thérapeutes, ils parlent pas de ça. On va s'en parler aujourd'hui parce qu'avant la communication, il y a quelque chose d'autre à venir mettre dans notre couple, comme recréer un espace qui va être sécuritaire pour qu'on puisse être soi, pour qu'on puisse partager en couple. Est-ce que le programme vous convient, mesdames? Yes? Good! Fait que je vais vous partager un PowerPoint. Pour vrai, mon PowerPoint, il est nul, ok? Mais comme c'était vraiment juste pour avoir une trame, je ne suis pas très PowerPoint d'habitude. Let's go! J'espère que ça va fonctionner comme il se doit. Bon, vous avez toute la totale de mon Adobe. Est-ce que c'est mieux comme ça? Yeah! Normalement, vous devez voir le PowerPoint. C'est bon? Merci pour le retour. Donc, 3 outils simples qui permettent de créer une relation inébranlable, sans thérapie et sans l'implication de ton partenaire. Donc là, tout ce qu'on voit aujourd'hui, mesdames, je ne vais pas vous demander d'aller chercher dans c'est quoi votre histoire de vie qui a fait que votre relation avec votre père. Aujourd'hui, on n'en a rien à foutre. C'est pas le but. Ok? Aujourd'hui, on va aller chercher des outils qui sont très applicables, que vous pouvez
Genre, ce soir-là, vous pouvez déjà faire un truc ce soir, même dans 2 heures, si vous voyez votre chum, vous allez pouvoir déjà faire quelque chose de concret, applicable pour transformer votre relation. Deuxième chose, vous n'avez même pas besoin de lui en parler. Vous n'avez pas besoin de dire ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de parler de cette conférence. Vous avez juste besoin comme de faire ce qu'on va vous dire, puis d'appliquer. That's it. Il n'a même pas besoin d'être au courant. OK? On continue. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi cette conférence, j'ai déjà dit, moi, pourquoi j'ai fait cette conférence, mais j'aimerais qu'on se pose la question, tous ensemble, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, ah, ok, ben c'est peut-être pour moi, il me semble que j'aimerais ça, avoir ces outils concrets, il me semble que j'aimerais bien transformer ma relation de cette façon-là. Donc, vous pouvez y penser 1 minute. 2 minutes, je vous donne 2 minutes juste pour poser une intention et pour être capable de venir ancrer ça en vous et chercher vos réponses qui vont être valables pour vous aujourd'hui. Donc, je vous laisse un instant pour écrire. Je vais quand même continuer à parler, ok? On fait un marché, je continue à parler, sinon je vais me sentir seule. C'est bon? Donc, souvent, les femmes qui viennent me voir dans une configuration probablement semblable à la vôtre, c'est ces femmes qui... Elles croquent la vie à pleines dents. Donc, elles ont tous ces rêves. Elles voient tout ce qui est possible pour leur couple, pour leur famille. Elles sont comme, hey, je vais aller chercher plus. Elles sont dans le dev perso, tu sais, elles ont compris plein de choses sur la vie. Elles découvrent leur spiritualité, puis elles sont comme, oh my god, il y a tellement de belles choses à vivre. On peut tellement développer des trucs ensemble. Elles ont envie d'évoluer. Elles ont envie que leur couple, ça soit pas juste la personne avec qui elles partagent leur hypothèque, tu comprends? Elles ont envie que leur couple vienne les nourrir, vienne ramener cette pétillance, cette flamme, que ça leur apporte réellement quelque chose au quotidien. Donc elles voient très concrètement comment ça c'est possible. Puis souvent, c'est même des femmes qui savent exactement leurs besoins. C'est des femmes qui sont de plus en plus proches d'elles. Elles ont repris des choses qui leur font du bien. Tu sais, elles sont plus tout à fait dans le mode maman à fond où on sait plus où donner de la tête et tout. C'est des femmes qui ont commencé à reprendre soin d'elles, que ce soit dans leur santé psychologique, spirituelle, que ce soit dans leur santé physique. Donc, c'est des femmes qui ont repris le contrôle sur cette partie de leur vie. Des femmes qui savent se faire du bien, des femmes qui savent se prendre en charge. OK? Et là, il y a parfois un décalage avec le conjoint, avec le chum, où tu rentres chez toi, puis tu regardes ton chum et t'es comme... C'est pas tout à fait sur mon tableau de visualisation, ça. Me semble que le voir devant la télé, ou tout le temps à scroller sur son téléphone, ou alors le voir que, il regarde les nouvelles, puis les foules négatives, genre, non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux plus loin, je veux plus pour nous. Je vois tout ce qui est possible. OK? Si vous sentez, vous pouvez, mesdames, partager dans le chat la raison qui vous a mené à être là avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Dans quoi est-ce que vous vous êtes reconnu? Petite musique d'ascenseur. Le temps d'attendre vos réponses. Qu'est-ce que vous avez envie d'amener dans votre couple? Pourquoi est-ce que vous avez l'impression en ce moment que votre chum ne peut pas embarquer dans cette transformation? Que ce serait comme too much pour lui? Qu'est-ce qui vous donne envie de faire le pas plutôt seul dans cette transformation? Pas tout à la fois, hein? J'attends réponse. On a ce fameux « il n'est pas prêt ». Oui, vous pouvez m'envoyer un message en direct si vous n'êtes pas à l'aise qu'on voit votre nom ou quoi que ce soit, là, n'hésitez pas. Il n'est pas prêt. Mais oui, monsieur n'est pas prêt.
Ce qui le freine, et nous freine beaucoup de mon côté, c'est les dettes financières. Yes, les dettes financières. Donc, des fois, quelque chose que l'un des deux amène peut venir freiner. Des fois, c'est les dettes financières. Des fois, j'ai des clientes qui, elles sont libres de leur temps, elles sont libres financièrement et leur conjoint est attaché à un travail 9 à 5. Puis là, elles sont comme, oh my God, moi, je serais tellement en train de voyager avec les enfants, mais on est pogné à cause de lui, tu sais, mettons. Je souhaite acquérir ces compétences pour moi. Je ne suis pas en couple pour le moment et je le fais pour moi, améliorer mes relations. Oh my God, bravo Kim, I love it. Good. Le changement commence par moi. C'est ça sur quoi j'ai le contrôle. Yes, you got it, girl. C'est exactement ça qu'on veut. On veut être capable de reprendre ce qui est à nous. Ce qui est notre pouvoir, c'est aussi notre responsabilité. Donc, reprendre la responsabilité, c'est reprendre le pouvoir. Et aujourd'hui, j'espère, mesdames, que vous allez voir à quel point est-ce que on a, je dis ça, puis j'ai des frissons avant de le dire, on a tellement un pouvoir énorme sur notre relation de couple, c'est fascinant. Je vois qu'il y a des filles de Joa, si vous êtes, si vous vous sentez le goût de partager plus tard, comment est-ce que vous avez repris le contrôle sur votre relation, comment vous avez su twister ça. Ce serait cool d'avoir vos retours aussi. Valérie Godin qui dit, à chaque fois je dis ton nom, genre, c'est Valérie Godin, c'est pas juste Valérie. C'est exactement ça, je souhaite revenir à cette sensation que tout est possible dans mon couple. Il y a plusieurs éléments chez mon amoureux qui ne sont pas sur mon tableau de visualisation. La vérité de connaître plus simplement. Yes, good. Mais merci pour vos partages. C'est super cool. On part sur ça, ok? Gardez ça en tête, gardez ce que vous venez de me partager. Donc, la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi ce qui va faire que vous repartez avec peut-être un outil qui va être qui va plus vous servir, qui va plus être on point pour vous. Juste petit rappel, les filles, de couper votre micro pour l'instant. Yeah, merci Ken. Good. Je vais prendre un instant aussi pour me présenter parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont là depuis longtemps dans mon univers, d'autres qui viennent d'arriver. Donc, je vais prendre un instant pour dire qui suis-je. Mon nom est Julie Rouvier. Ça fait 13 ans que je suis en couple et ça fait à peu près 5 fois qu'on renégocie totalement notre relation, qu'on renégocie le contrat. C'est vraiment des moments pour moi où ça aurait pu casser pour vrai. Ça aurait pu genre faire qu'on prend des chemins différents. Ou alors qu'on laisse mourir la relation petit à petit. Mais on a établi ces règles-là où on va vraiment renégocier toute la relation pour être capable d'être bien tous les deux dans notre relation. Je ferai une parenthèse parce que j'ai eu une question extraordinaire d'une de mes amies ce matin qui me disait « Julie, c'est quoi la différence entre être en amour et être amoureux? Tu sais, quand est-ce que j'aime quelqu'un et quand est-ce que je suis vraiment amoureuse? » Puis, je lui ai répondu très simplement que pour moi, l'amour, c'est quelque chose qu'on peut donner à tout le monde. On peut développer cette capacité à aimer chacun, tu sais, aimer notre prochain. Donc, autant aimer notre conjoint, notre conjointe, mais aussi aimer nos enfants, aimer notre famille, aimer nos amis, mais aussi aimer les gens en général. Plus on développe notre capacité à aimer, plus on est dans la paix, dans l'amour, dans la joie, etc., etc. Le fait est que quand on est amoureuse de quelqu'un, ça va toujours être comme une négociation. Puis je pense toujours à ces petits-enfants. Mon fils nous a fait ça il y a quelques jours, c'était comme la chose la plus cute du monde. Il a demandé à une fille, « Est-ce que tu veux être mon amoureuse? » Puis je trouve que les enfants le font tellement d'une façon simple, c'est « Est-ce que tu veux être mon amoureuse? Est-ce que tu veux être mon amoureux? Moi, j'ai quelque chose envers toi. J'ai envie qu'il y ait quelque chose entre nous, mais je demande. » Donc à ce moment-là, il y a une négociation qui s'établit. Et je vous spoil, elle a dit oui. J'étais tellement contente pour lui. Bref. Je reviens, j'ai une anecdote dans une anecdote, vous inquiétez pas, on va revenir à la présentation. Mais tout ça pour vous dire que le fait d'être amoureuse, il y a forcément une négociation, il y a forcément un contrat qui s'établit. C'est ça qui fait qu'on garde le sentiment d'être des amoureux. Donc là, on fait la boucle, peut-être, avec ce que certaines personnes peuvent vivre en ce moment. Quand on ne se sent plus amoureux, quand on n'a plus ce feeling, tu sais, de complicité, d'être ensemble, c'est qu'il y a un manque d'engagement, tout simplement. Ok?
On va y revenir éventuellement. Donc, ça prend parfois des renégociations pour se sentir réellement amoureux, pour se sentir qu'on est impliqué, pour sentir qu'il y a vraiment quelque chose entre nous, puis pas juste de l'amour. L'amour tout seul ne suffit pas, malheureusement. Donc, je reviens à ma petite présentation. Nous avons 2 grands enfants. Déjà, on a vécu une expatriation ensemble. On a vécu 18 mois de voyage avec les enfants en mode école à la maison. Mon chum travaillait pour l'entreprise à ce moment-là. Fait que, tu sais, on a été 24 heures sur 24. Donc, les défis de on se tape sur les nerfs, on est trop collés, on est vraiment ensemble, on a testé à de nombreuses reprises. Voilà, tout ça pour vous dire un petit peu le contexte de notre relation. Oh, Eh j'ai bien, encore mets un tes petit chansons. Ok. Il y avait de la négociation de chaussures. Là. Donc, je suis diplômée en sexologie à l'Université du Québec à Montréal et ma pratique donc se concentre davantage sur le relationnel. Comment est-ce qu'on fait pour transformer nos relations? Donc, bien sûr, mon sujet principal, c'est les relations de couple, mais on a aussi beaucoup de transformations dans les relations de la famille pour que ce soit un terrain qui est plus zen, plus sain, plus le fun tout simplement et que notre relation de couple puisse fleurir, mais aussi notre relation familiale. Et donc, ma pratique est beaucoup infusée d'anciennes civilisations, tantra, tao, quand on parle de sexualité, bien entendu, de rapport à soi, et aussi des neurosciences. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être capable de ramener notre système dans l'amour plutôt que d'être dans le combat? Par exemple, c'est quelque chose qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs. Prête à commencer? Go! N'hésitez pas à tout moment, les filles. Si vous avez une question, vous pouvez mettre ça dans le chat, puis je vais tenter d'y répondre. Peut-être pas tout de suite, parce que sinon je vais diverger. Mais en tout cas, mettez votre question, puis on verra quand est-ce que je suis capable de prendre de donner les réponses. Donc, 3 outils simples qui permettent de transformer son couple, surtout sans attendre que son conjoint se mette à bouger. Le premier outil que j'ai envie de vous amener, c'est l'importance de connaître sa trigger zone. Et là, vous pouvez apprécier mon magnifique accent anglais, ma trigger zone. Voilà, ça fait 12 ans que je suis au Québec, mais j'ai toujours pas réussi. Voilà, c'est ça, on va vivre avec. C'est quoi connaître sa trigger zone? C'est la zone où on ne répond plus de nous. La zone où on se transforme. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans la ville, je vous ai fait un petit schéma, ok? Riez pas. Tadam! Aujourd'hui, on va parler de loutre et d'ours. Donc, connaître sa trigger zone, c'est quoi? C'est savoir tout simplement les zones qui vont nous déclencher. Les zones sur lesquelles on se transforme en ours. Pourquoi c'est super important de les connaître dans notre couple? C'est parce que la plupart du temps, c'est les sujets qui vont être neutres pour nous. Donc tous ces sujets, tous ces comportements qui sont possibles, que ce soit dans notre couple, dans notre famille, dans notre job, avec nos amis, peu importe, la plupart des sujets, ils vont être corrects pour nous, on va les accepter. On va les vivre avec amour. Donc quand c'est des sujets qu'on accepte, qui vont pas nous trigger, qui vont pas nous déclencher, on est comme une petite loutre amoureuse. On est prête à faire des câlins, on est comme toute fluide, on est comme toute... Tu sais, genre, ça va, je suis capable d'être amoureuse, je suis capable d'être colleuse, je suis capable d'être cette femme-là, je suis dans l'amour. Ok? Le truc, c'est que il y a malheureusement des zones, parmi tous ces sujets et comportements possibles, qui viennent nous trigger, qui viennent nous déclencher et qui nous transforment en ours, en véritable... En ours, en dragon, peu importe, comme un truc méchant. Ok? Quand on est capable de déterminer nos trigger zones, on va être capable de dire, ok, ce comportement, c'est pas ma façon normale de réagir. C'est quelque chose en moi qui a réagi à ma place. Et ça s'explique très bien avec notre système nerveux autonome. Il y a une zone dans laquelle on est capable d'être dans l'amour, dans l'accueil de ce qui est. Et il y a une zone où quand on est déclenché, on passe en mode survie. C'est vraiment ça. On est en mode survie à ce moment-là.
Donc là, c'est l'ours qui sort. J'ai l'habitude de parler de l'ours parce qu'il y a notamment la maman ours. La maman ours, là, typiquement, c'est quand... imaginons que vous êtes en famille, ok? Puis là, votre conjoint, d'un coup, il pète une coche contre les enfants. Il sait plus gérer, là, il va se mettre à crier sur les enfants. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Maman ours, touche pas à mes bébés. Il va falloir me passer sur le corps d'abord. Touche pas mes bébés. Donc, le mode ours, le mode trigger zone, il peut être utile à certains moments. Ok? Imaginons, dans un cas que je n'espère que personne ici ne vit, que je ne souhaite à personne, imaginons qu'il y ait de la violence envers les enfants. C'est que le papa soit violent envers les enfants. Ben oui, là on veut que la maman ours se déclenche, puis on veut que la maman protège ses enfants. Ok? Donc c'est un mode qui est nécessaire. Par contre, quelle est l'ampleur de notre trigger zone? Est-ce qu'on déclenche vraiment la maman ours quand c'est nécessaire, vraiment nécessaire? Ou est-ce qu'on a l'ours facile? L'ours facile, c'est ces moments-là où juste notre conjoint, il fait que respirer puis il nous énerve déjà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? À qui c'est déjà arrivé? Tu sais, ces moments où on en a eu tellement, genre, on est tellement genre pleine de ressentiment que la trigger zone, elle prend toute la place. Puis notre conjoint, il sait juste plus quoi faire pour qu'on puisse être cette petite loutre amoureuse, puis douce, puis... Ok? Donc mon point aujourd'hui, déjà, j'aimerais savoir dans les commentaires, dites-moi, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes capable de repérer ces moments où vous avez déjà été dans la maman ours? Ben, maman ours, pour celles qui sont pas mamans, c'est pas bon, là, juste zone ours. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous êtes déjà senti dans ce mode-là? Est-ce que vous sentez que vous êtes souvent déclenché alors que c'est pas une vraie question de sécurité, par exemple, pour vos enfants, ou c'est pas vraiment une question de sécurité pour vous? Dites-moi les moments où ça vous arrive. Kim qui dit c'est trop intéressant, c'est tellement pile poil ce dont j'ai besoin. Je reprends avec le replay. Yes, nickel. Eugénie qui dit oh oui justement tout ce qui attends j'ai un bug de oui tout ce qui a à voir avec mon rôle de mère me touche et me trigger fois 1000. Yes, en effet, c'est souvent le truc sur lequel on est le plus déclenché facilement parce que nous là on est capable de prendre beaucoup sur nous. Puis justement il y a des femmes qui vont prendre tellement sur elles, qui vont garder à l'intérieur. Il y a beaucoup de ressentiments, mais c'est pas toujours exprimé. Mais par contre, au niveau des enfants, ben, la maman ours sort très facilement. Pamela qui dit clairement, quand ça concerne les enfants, on ne voit pas toujours l'éducation de la même manière. Exact. Ok. Lorsque je suis fatiguée ou en douleur physique, mon trigger est là. Yes, il y a plusieurs éléments qui vont faire que le trigger est plus facile. Donc en effet, la fatigue. Si vous avez des douleurs, celles qui ont les douleurs chroniques par exemple, là ça va être exacerbé par ça. Puis tout l'historique. Hein. Plus je rencontre des gens qui ont un historique de il s'est passé ça et ça et ça, même si c'est des petites choses. Hein. Mais en fait, plus on a un historique qui est long avec un conjoint, plus on va avoir des zones de trigger. Je vais vous dire où est-ce qu'on s'en va avec ça aujourd'hui, d'accord? Alors, moi je garde et j'explose tout d'un coup. Les silences et la fuite face au problème aussi me trigger tellement. En fait, on a deux façons de réagir à un trigger, by the way. Là, j'ai parlé de l'ours, mais il y a aussi celui qui s'en va. Je sais pas, on pourrait dire quoi comme animal? Il y a aussi l'opossum, mais ça, c'est un autre niveau de détail, puis je pourrais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais tu sais, il y a celui qui s'en va, juste il s'en va, je sais pas moi, genre une autruche, elle partirait, genre. Ah, c'est ça, c'est bon l'autruche. L'autruche, elle partirait, elle mettrait la tête dans le sable, genre je veux plus en parler. Ça fait partie des réponses qui sont possibles quand on se sent attaqué. Oui, ça m'arrive beaucoup en lien avec ce qui touche mon rôle de mère, mais quand je perçois une déception, insatisfaction de mon chum, quant à mon rôle d'amoureuse aussi, tellement, oh my god. Près de mes règles, si j'ai pas de temps pour moi, lorsque je dois répéter, plus, si mes valeurs sont atteintes. Yes! Donc, toutes ces choses-là vont faire que votre trigger zone est plus grande.
Maintenant, on va se demander qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ça. Okay? Qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ça pour réduire ce trigger zone? La première chose, mesdames, c'est de comprendre que c'est juste un bouton on et off. Tout simplement. Vous pouvez à n'importe quel moment revenir à l'amour. Mais la première chose avant de revenir à l'amour, c'est de détecter que c'est un comportement ours. Ok? Donc, c'est d'être capable d'avoir un peu de prendre du recul finalement par rapport à ce qui vient d'être vécu et de dire, ok, j'ai sorti mon ours, c'était peut-être pas nécessaire. Comment est-ce que je répondrais si j'étais en mode loutre? Là, je suis en train de penser si quelqu'un prend l'extrait de cette conférence sans avoir eu la suite, ça serait très bizarre. Bref. Donc, la première chose, c'est vraiment de se dire, ok, des fois, je suis capable d'être en loutre, des fois, je rentre dans ma trigger zone, puis je suis en ours. Fine. Comment est-ce que je reviens le plus possible dans ma vie à la loutre? Comment est-ce que je reviens le plus possible à l'amour? Parce qu'être en ours, c'est fatigant. C'est fatigant pour nous, mais c'est fatigant aussi pour les gens autour de nous. C'est comme de l'énergie qui est dans le combat ou la fuite si on est en mode autruche. Mais c'est comme quelque chose qui va nous prendre le mode survie. Et le mode survie, il vient chercher une énergie qui est hyper drainante. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais par exemple, quand on a très peur, d'un coup on est dans une situation d'urgence, tous nos organes qui ne sont pas essentiels à notre survie, ils vont pas être bien vascularisés, ils vont pas du tout être utiles à ce moment-là. Donc par exemple, si on avait envie de faire pipi, d'un coup on n'a plus envie de faire pipi. C'est coupé. Et on va se mettre à courir. Mettons qu'il y a un vrai ours qui est derrière nous, là, genre c'est coupé, puis on va se mettre à courir. Donc tout ce qui n'est pas utile à ce moment-là, par exemple la digestion, c'est coupé. Donc imaginez au nombre de fois où on se met en mode ours, bien sûr c'est pas au même degré, on est d'accord, on continue à avoir envie de faire pipi, mais tous ces moments où on met notre corps en mode urgence, à la fin de la journée, là ça fait beaucoup accumuler pour notre corps. Donc c'est un cadeau que vous vous faites à vous, mais aussi aux gens autour de vous, que de revenir le plus possible dans l'amour, le plus possible en mode loutre. Et ça c'est un travail, c'est un switch d'énergie et au niveau de votre système nerveux autonome. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez apprendre à faire. Au moins, c'est comme là, je pourrais pas en une heure vous dire toutes les façons dont on peut revenir à la loutre. Okay? C'est quelque chose qui s'apprend peu à peu. Mais une première chose que vous pouvez faire à la maison dès ce soir, c'est vraiment remarquer ces moments où le ton monte, puis tu sais pas pourquoi, genre. Ça valait pas la peine là, de s'embrouiller pour ça, ça valait pas la peine de se chicaner pour ça. Tout ça, c'est des moments ours. Donc, ok, je sens que c'est aller trop loin par rapport au concret de la chose. Je me ramène. Comment est-ce que je peux être dans l'amour à ce moment-là? Est-ce que ça prend de respirer? Est-ce que ça prend d'aller faire un tour? Est-ce que ça prend d'écouter une musique qui nous ramène? Peu importe, juste comment est-ce que je peux me ramener dans l'amour? Comment est-ce que je peux venir et agir plutôt que réagir à ce qui vient de se passer? Ça marche? By the way, tout le monde a une trigger zone. Fait que là, on en parle pour nous. Notre conjoint aussi a une trigger zone. Nos enfants aussi ont une trigger zone. Donc, si personne ne gère sa trigger zone, ça peut être trigger de nombreuses fois dans la journée. Okay? Donc, pour moi, c'est une responsabilité qu'on a d'apprendre à connaître sa trigger zone, puis de la réduire petit à petit. Puis, vous pourrez parler aux filles du programme Joa, ça se fait pas du jour au lendemain. On a des réflexes, c'est normal. Mais juste prendre conscience et se réaligner le plus possible, le plus souvent possible vers notre énergie d'amour, de loutre. Ça nous permet de vivre plus en douceur, puis d'être capable de se présenter autrement dans notre famille, puis dans notre couple. Yes, en respirant pour commencer. Respirer, c'est un super bel outil, vous le savez. C'est un super bel outil pour être capable de redescendre la pression, calmer son système nerveux et être capable de choisir autre chose.
Est-ce que c'est OK pour cette notion? Est-ce que vous avez des questions, interrogations, quelque chose pour cette partie-là? Non, c'est bon? Good. On va continuer. On va continuer. Je vais lâcher un petit peu mon PowerPoint, je pense, parce qu'il est vraiment plate pour la suite. J'avais juste cette magnifique illustration à vous partager. On va aller sur le deuxième point qui est incorporer des pratiques de réengagement. C'est quoi des pratiques de réengagement? Là, je vais arrêter le partage pour vous voir plus. Ok, ça sera pas long. Good. Donc maintenant, une des choses que vous allez pouvoir faire, encore une fois, dès aujourd'hui. Excusez, j'adapte ma fenêtre. Yes. Ok. Julie, peux-tu juste répéter parce que là, j'essayais d'écrire quand je voyais ton PowerPoint. Réactiver Oui. quoi? Incorporer des pratiques de Ah, réengagement. je sais pas même pas pourquoi j'ai dit réactiver, tu vois. Bah, c'est ok aussi. Incorporer. Incorporer des pratiques de réengagement. Donc, c'est toutes les petites choses qui vont faire qu'on se réengage dans la relation. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose. Souvent, on attend après notre conjoint. On est comme, ben là, genre, me semble que j'ai plus le feeling d'amoureux. On n'a plus cette complicité ensemble. Tu sais, avant, il me faisait des petites surprises. Il me regardait de telle façon. Il me faisait ce petit bisou. Il m'accueillait. Tu sais, comme il me réveillait de telle façon. Il me disait je t'aime avant de m'endormir. Il le fait plus. Puis là, on reste genre. Ouais, en tout cas, ouais, franchement, moi, j'aimerais trop que ça. Je fais ma voix de française alors que vous êtes juste des Québécoises probablement. Ok, je sais pas ce que ça donnerait en québécois. Je vais pas essayer, d'accord? Je suis pas dans un spectacle, je me calme, je reviens. Sinon, je vais me mettre à twerker, puis en tout cas. Donc, souvent, on va reprocher des choses à notre conjoint, puis nous-mêmes, on sait pas comment faire. Tu sais, c'est comme, comment est-ce qu'on fait pour ramener la complicité, là? C'est quoi? Tu te lèves un matin, puis tu décides, hey, ramenons la complicité! Et souvent, les gens pensent que c'est compliqué. Pour vrai, les femmes, c'est pas si compliqué. Pour vrai de vrai. Donc, je vais vous proposer des petites choses. C'est pas une liste de trucs à faire, ok? Hein? On le ramène tout de suite. Je veux qu'on comprenne le qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. C'est ça qui est important. Parce que après, vous allez amener votre façon de faire, vos trucs, votre façon d'être une amoureuse. Je parlais de quoi tantôt? Je parlais du fait que quand on choisit d'être amoureuse de quelqu'un, comme les petits enfants, veux-tu être mon amoureuse, veux-tu être mon amoureux, il y a un engagement qui se fait à ce moment-là. Il y a comment? Un contrat, une négociation, genre je t'amène un point et je suis d'accord. Okay? Je dis oui, je suis engagée là-dedans, je suis ton amoureuse. Yeah. Et souvent, quand les femmes viennent me voir, les femmes viennent me voir et me disent, j'ai plus le sentiment qu'on est des amoureux. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un contrat qui a été fait sur le cadre de vie, sur on fonctionne ensemble, on vit ensemble, on partage l'hypothèque, on partage les tâches pour les enfants, on partage les tâches ménagères, on partage peu importe, là, tous les trucs de la vie, mais on oublie d'honorer l'engagement amoureux. Alors que l'engagement amoureux, c'est simple, 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 simple. Je vous donne des trucs? Good. Un des premiers trucs que j'adore faire, quand il m'arrive d'avoir des moments où je suis plus... tu sais, je sens qu'on s'éloigne avec Clem pour X ou Y. Clem, c'est mon conjoint, Clément. Je sens qu'on s'éloigne pour X, Y raison, ou alors on a un moment de crise. Un des premiers trucs que je fais, c'est me ramener moi-même dans la gratitude de pourquoi je suis dans cette relation. Pourquoi on fait ça? C'est parce que le réflexe, là, de base, quand ça va pas, on fait quoi, les femmes? Hein? Vrai ou faux? On s'éloigne de la relation. On est comme, on cherche toutes les raisons pour lesquelles il n'est pas bon pour nous, toutes les raisons pour lesquelles on ne devrait pas rester dans cette situation, toutes les raisons pour lesquelles on ferait mieux de partir, toutes les raisons... Et là, on voit tous ses défauts et on voit tout ce qui n'est pas... C'est un réflexe qui est humain. Okay? Là, j'aimerais juste qu'on se ramène à la simple façon dont
travaille notre cerveau, il aime avoir raison. Donc, dès qu'il voit que quelque chose déconne, il préfère se faire des films où ça ne va pas. Il préfère se faire des films où on quitte carrément notre conjoint parce que là, il se dit « Ah ben, comme ça, j'aurai raison. » Notre cerveau, il aime tellement avoir raison, c'est sa meilleure nourriture. Donc, c'est pour ça que ça embarque. Et c'est défaut. Et nanana, et on n'est pas dans notre tableau de visualisation. Ça marchera jamais. Donc, on a tendance à se faire des montagnes. Mais ça, c'est juste un travail de notre cerveau. Là, c'est juste de la nourriture pour notre cerveau qui cherche à avoir raison de quelque chose. Point. On n'a pas besoin d'écouter ça outre mesure. Quand on se sent éloigné, quand ça va moins bien, ayez le réflexe, là, dès que vous entendez cette petite voix, ramenez-vous à ce qui va bien. Ok? Puis là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais là, si ça va vraiment pas bien dans la relation, s'il y a vraiment quelque chose et qu'on doit vraiment se quitter, c'est possible. Mais on ne peut jamais prendre cette décision dans un moment où on est dans cette escalade et qu'on cherche toutes les raisons de ne pas, blablabla. On va prendre cette décision, si on doit la prendre, dans un espace de calme et d'amour, qui dit voilà ma vision de la vie, voilà ce que je veux dans mon couple, voilà ce que lui veut, voilà les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas, ça ne veut pas dire que je suis fâchée contre lui, ça ne veut pas dire que c'est juste plus compatible pour ce qu'on veut de la vie. Donc, si vous aviez à prendre cette décision-là, je vous souhaite, avant de prendre cette décision, d'avoir été en mesure de revenir dans un espace d'amour, dans un espace de compréhension. Ok? Donc, même si c'est le cas, le travail qu'on fait aujourd'hui sera nécessaire pour être capable de revenir à ok, je suis capable de dire ce qui est beau dans notre relation. Tu vois? Je suis capable de dire les belles choses. Je suis capable. Ok. Je reviens à cet espace d'amour. Maintenant, quand je suis dans cet espace d'amour, si je vois qu'il y a quand même ça qui fait que c'est pas acceptable pour moi, à ce moment-là, c'est une autre étape. Mais on peut pas prendre la décision dans cette espèce d'énervement puis d'agacement. C'est comme quand on est dans ces fortes émotions, on n'a plus de cerveau. C'est pas une blague, hein. Quand les émotions sont fortes, l'intelligence est basse. On n'est pas capable de prendre cette décision à ce moment-là. Je vous donne beaucoup d'infos. J'espère que vous me suivez. Good. Donc, on veut des pratiques de gratitude, des pratiques où on revient à qu'est-ce qui est beau dans notre relation, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce que notre conjoint est pour nous, donc toutes ces choses-là. Ça peut prendre la forme la plus simple du monde, c'est-à-dire le soir, se poser la question, qu'est-ce qui a été beau dans ma relation aujourd'hui? Puis on peut lui exprimer à notre conjoint. Moi, j'aime bien faire ça le soir et je lui dis un petit mot, tu sais, un truc tout bête, mais genre ah, j'ai full aimé la façon dont tu as parlé à Victor tantôt. C'est mon fils, Victor. Tu sais, je trouvais ça beau, t'es tellement bon, papa. That's it. Et là, le piège, les femmes, on n'attend pas de retour. C'est pas un exercice où on se pose tous les deux face à face, gratitude du soir. Tu comprends? C'est quelque chose qu'on fait avant tout pour nous. Ça va avoir une double fonction, cet exercice de gratitude du soir. Déjà, pour nous, hein, même si on ne le dit pas à notre conjoint, même si on l'écrit juste dans notre cahier, repérer ces petits moments, ça vient donc nourrir la gratitude pour notre relation et ça vient nourrir notre engagement pour la relation. Parce que juste en faisant cet exercice de gratitude, ça ramène l'engagement. Un des engagements dans la relation amoureuse, c'est voir, j'ouvre les yeux et je vois ce qui est réellement, je vois la beauté de notre relation. Ok? Deuxième fonction, qu'on aime aussi énormément, ça va montrer notre engagement et ça va faire du renforcement positif pour notre conjoint. Un conjoint qui reçoit ces compliments là, genre hey, j'ai tellement aimé comment t'as été bien, ça va lui donner envie de recommencer. Est-ce que vous m'entendez bugger avec mon... Ouais, hein, il y a eu des petits... J'espère que c'est ok maintenant. Donc,
toutes les choses qu'on voit et qu'on aime, dès lors qu'on les exprime, sans autre attente, hein, juste genre, hey, c'était nice, merci d'avoir fait ça. Ou alors, ah, j'ai aimé notre petit moment dans la cuisine. Ça peut être tout simple, genre, je sais pas moi. Il passe une main sur ta hanche, et il te fait un bisou, peu importe. Un regard partagé. Donc, juste le fait d'amener la conscience là-dessus, de mettre des mots sans attendre que lui dise, oh, moi aussi j'ai aimé que. Non, on s'en fout de ça. Juste, toi, tu partages, ça fait du renforcement positif chez lui. Il y a de grandes chances que ça influence le reste de ses comportements. On aime ça. Ça fonctionne tellement bien avec les enfants comme avec les conjoints. On aime ça. Ok. Dernier point dans le incorporer des pratiques de réengagement, c'est de se ramener toujours au moment présent. Et c'est comme ça qu'on va ramener des petites choses. Au lieu d'être dans notre tête et de se demander oh, pourquoi mon couple il est pas rendu là? Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Pourquoi est-ce que lui, il m'achète pas des fleurs? Pourquoi est-ce qu'il me fait pas des surprises? Pourquoi est-ce qu'il fait pas ça? Pourquoi est-ce que blablabla? Bla, bla. Agis, bordel. Agis. Prends le lead. Va le regarder les yeux dans les yeux. Va lui dire quelque chose. Fais un geste, n'importe quoi. Quelle est la façon dont tu l'accueilles quand il rentre du boulot? C'est quoi la façon dont tu lui dis bonjour le matin? C'est quoi le dernier mot que tu lui dis avant de te coucher? Toutes ces choses-là. Je vois tellement de couples qui ont pris l'habitude de vivre en parallèle, qui font leur truc là, comme ils couchent les enfants. Je parle encore d'enfants parce que j'ai beaucoup de mamans, désolée les filles. Mais je vois tellement de parents qui ont un système où, tu sais, ils vont coucher les enfants, puis genre ils redescendent. Là, estimons que on a un étage dans la maison, là. C'est comme plus facile pour moi de visualiser. Bref, ils reviennent dans le salon, puis là, chacun fait son truc. Puis t'en as un qui commence à faire le lave-vaisselle, à faire ses tâches. L'autre qui se met sur son téléphone puis qui scrolle. Ou alors ça part une série Netflix sans même s'être croisé du regard. Qu'est-ce qu'on fait à notre couple, bordel? À quel moment on a give up? À quel moment est-ce qu'on s'est dit oh ben non, ça compte pas? Ces choses-là, ces petites choses, elles comptent et vous pouvez les ramener à n'importe quel moment. Et la seule raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est pas qu'on sait pas quoi faire, hein, on sait quoi faire. On sait comment retomber dans ce jeu de séduction, on sait comment regarder l'autre, on sait comment l'approcher, le toucher, lui faire un câlin, lui faire un bisou, on le sait. Ce dont on a peur, c'est le rejet. Même si on est avec notre conjoint depuis longtemps, on est comme oh my god, il va me trouver bizarre, genre d'un coup il va quoi? Ou alors il va pas me rendre l'appareil. Hein, ça, j'entends beaucoup chez mes clientes. Tellement peur de moi faire toutes ces choses et que lui, ben, il se mette pas à faire ces choses-là. Ils se mettent pas à être dans cette complicité. Ça fait mal, ça fait peur. Ça vous parle? Mettez-moi un petit mot dans le chat, que je vois si tout le monde est encore vivant. Hop là! Je pense à quel moment est-ce que je vous partage ça? C'est quoi après? Ouais, non, je vous partagerai ça après. Ça me parle full. Yes, oui. Merveilleux. Donc la suite. Nous allons aller dans le troisième. Je vais vous partager l'écran. Le troisième point, mesdames, c'est déjouer nos propres auto-saboteurs. Là, les filles de Joie vont être comme, bien sûr, on connaît ça. Les petits tabarnaks d'auto-saboteurs. C'est quoi des auto-saboteurs? C'est toutes ces choses qu'on fait malgré nous pour être capable de conserver la relation. Le truc, c'est que ces auto-saboteurs, ils sont mauvais pour nous. C'est encore une fois quelque chose qui est mis en place par notre cerveau, un peu en mode survie, parce qu'on veut pouvoir conserver la relation, mais c'est quelque chose qui est mauvais pour notre individu et mauvais pour notre couple. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi le cerveau il met ça en place alors? Là, va falloir me suivre, ok? J'ai pas de schéma,
Je vais vous faire un truc avec les mains, ok? Donc, ce qui se passe, c'est que au début d'une relation, on arrive et on a chacun, j'aime bien l'expliquer comme des points, tu vois. On a chacun un score, ok, qui prend en compte notre enveloppe physique, nos caractéristiques, notre tempérament, qui on est, notre statut social, notre job, bref, tout ça est pris en compte et on a chacun un score. Quand on rencontre l'autre, on s'entend sur le fait que nos scores sont égaux. Le deal vaut la peine, ok? Donc oui, il y a quelque chose qui nous drive vers l'autre, il y a une attirance, mais il y a un moment où le score, on se dit, ça vaut la peine. Ok, genre, je signe le contrat. Et c'est comme ça qu'on voit des couples improbables, du genre un vieux tout pourri qui est avec une super belle russe de 22 ans. C'est pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Ok? Puis là, on est comme, c'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage par l'argent. Oui, mais n'empêche que les deux, ils sont d'accord. Hein, parce que les deux, ils ont le même nombre de points. Il y en a un, c'est parce qu'il a de l'argent, puis l'autre, c'est parce qu'elle est jeune et belle. Classique, vous allez me dire. Mais nous, à notre hauteur, même si on ne parle pas de millions, puis de jambes de 1,10 m, c'est la même chose dans notre couple. Il y a cette négociation-là. Donc, il y a une sorte de nombre de points qu'on a au début de notre relation. Et on est quand même, ça vaut la peine d'être avec cette personne-là. Je sens que on est sur la même longueur d'onde. On a des choses différentes à s'apporter, mais on joue sur le même plan. Ça va jusque-là? Si vous trouvez ça bizarre, vous avez le droit de me le dire aussi. On en discutera. Ça va me faire plaisir. Je sais que c'est un peu simpliste comme façon de l'expliquer, mais c'est juste pour qu'on voit ensemble comment les autosaboteurs arrivent. Ok? Donc, on se rend compte, puis on est sur il y a les hormones qui sont là pour montrer la meilleure version de nous-mêmes, pour être en phase de séduction, on donne tout là. Puis c'est prouvé que scientifiquement, nos hormones vont soutenir ça, puis montrer la meilleure version de nous-mêmes. On a plus d'énergie, on est dévoué à l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui se passe chimiquement à ce moment-là pour être capable de sceller ce contrat. Ok? Donc là, on est au maximum de nos points. Tu vois le délire? On est au max. Donc, il y a un moment, malheureusement, où les hormones vont descendre. Ok? Et là, nos hormones, elles ne supportent plus la version idéalisée qu'on a de notre conjoint. Donc, on va se rendre compte de ses défauts. On va se rendre compte des petites choses qui nous agacent. Exact, c'est la phase de lune de miel. Donc, moi, j'ai pour habitude de dire la lune de miel, elle va mettre des œillères sur toutes les choses que on aurait fait comme non, ça me tente pas au début de la relation, mais que finalement on est capable de supporter après, parce qu'on a appris à apprendre, parce qu'on a appris à connaître l'autre, parce que l'amour va au-delà du simple sparkle du début. Ok? Donc on vient avoir ces espèces d'œillères, puis au fur et à mesure, là, qu'est-ce qui va se passer? On voit les défauts de l'autre, et donc le score perçu, ça c'est nous, by the way, ça c'est nous, ok? Ça c'est notre conjoint. Là, nous, on est là. Après la lune de miel, le score, il va faire... Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Alors, en fait, il est super lunatique. Il y a des jours où il est vraiment relou, quoi. Il y a des jours où il est chiant. Merde. Ça, j'avais pas vu. Et lui, il se dit quoi? Ah ouais, au début, on avait plein de sexe, on faisait l'amour 3 fois par jour. Maintenant, c'est 1 fois par semaine. Merde, moi je croyais que c'était une cochonne, je croyais qu'on allait faire plein de trucs, qu'on allait s'amuser côté sexe tout le temps. Finalement, non. Et là, ok, bizarrement, avant il m'aidait beaucoup, tâches ménagères et tout. Il faisait l'homme d'un nouveau siècle, tu vois, genre très 2024 et tout. Mais en fait, il a quand même des réflexes de macho. Et là, lui qui se dit, ouais, côté sexe, franchement là, c'est quoi, en fait, comme j'ai pas le sexe que je veux, ça sert à rien que je sois lover, tu sais, ça sert à rien que je sois impliquée émotionnellement. Vous. Donc en fait, petit à petit, dans les perceptions qui se modifient de notre conjoint, on voit toutes ces choses qu'il fait pas pour nous, on va d'évaluer la perception, puis d'évaluer notre comportement en fait. Ah, c'est ça que je vous ai pas fait. On revient sur mes mains, ok? Mettons que là, on voit quelque chose de notre chum,
puis on le dévalue. Dans notre tête, il a moins de points. Ben nous, on ne peut pas rester là. Si on reste là, c'est menaçant pour la relation. Mais vraiment, hein, c'est fucking menaçant de garder plus de points que l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre par des comportements du genre avoir moins envie de sexe, par des comportements du genre plus faire attention à soi, prendre du poids, par des comportements du genre devenir un peu plus réactive à ce qu'il dit, faire du passif-agressif. Et de son côté, c'est pareil. Si c'est comme ça, s'il perçoit qu'on est moins, il va faire quoi? Il va se retirer émotionnellement. Il va moins participer dans la maison. Il va moins prendre le lead. Il va arrêter de faire des surprises. Vous voyez le délire? Donc c'est comme ça que petit à petit, est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans le chat si ça vous parle. Petit à petit, en fait, on va avoir des comportements où on dévalue notre couple petit à petit. Donc notre couple était là au début. Forcément, tu as envie de revenir au début, genre hey, moi j'aimais tellement au début, comment on était. Forcément, tu as envie de revenir au début, c'était le top score. Mais dans les faits, il y a quelque chose qui a été. Il y a un processus qui s'est mis en place dans notre cerveau où, pour garder la relation, parce qu'on aime cette relation, pour garder cette relation, on met en place des auto-saboteurs pour être moins bien. Parce que si on donnait notre max et que l'autre ne donne pas son max, ça veut dire quoi? Ça veut dire la fin de la relation. Parce qu'à un moment, tu vas dire, hey, moi, mon score est là, puis toi, t'es là, fait que bye. Ça vous parle? Yes, on se désengage vraiment beaucoup. Ça fait penser à l'œuf ou la poule. On arrive en premier, on tourne en rond. Yes! Qui arrive en premier? Exact. Donc, j'ai quelques questions pour vous pour déjouer vos propres auto-saboteurs. Je vais vous partager mon écran once again. Ok, donc comment est-ce qu'on fait? On peut se poser des petites questions. Donc, quels sont les espaces dans lesquels je me diminue? Dans lesquels je ne vais pas chercher mon plein potentiel? Je le vois énormément avec les femmes qui sont en affaires. Pourquoi? Parce que les femmes et le succès financier notamment, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis libre de partir. Donc souvent, dans notre tête, puis pas forcément consciemment, mais on se retient d'avoir ce succès-là parce qu'on dit « Oh my God, si demain, là, je gagne 2 fois plus que lui, pas sûr que notre relation elle va tenir. » Parce que notre contrat était comme ça à la base, hein, c'est lui qui faisait plus d'argent, puis moi j'apportais autre chose, par exemple, dans la maison, etc., avec les enfants. Donc là, si d'un coup je gagne des points, ça va pas le faire. C'est dangereux, c'est menaçant pour la relation. Donc quels sont ces espaces dans lesquels je me diminue? Est-ce que je limite mon succès d'une façon ou d'une autre? Donc ça peut être tout. Ça peut être limiter son plein potentiel ou son succès, donc que ce soit dans votre job, dans votre entreprise, dans votre façon de prendre soin de vous aussi. Je veux dire, tout ce qui est d'arrêter de faire de l'exercice physique, de prendre du poids, de manger de façon très émotionnelle aussi. Tout ça, ça va là-dedans. Et les comportements de réaction. Donc, qui je suis quand je suis avec lui, qui je suis quand on est en famille. Ça peut être, comme je disais, du passif-agressif, ça peut être se retirer émotionnellement, ça peut être des silences. Toutes ces choses qui font que on limite qui on est, on limite son extension. Et une dernière question, de quelle façon est-ce que je prive mon partenaire? Je prenais l'exemple du sexe tantôt parce que c'est comme ce qu'on voit le plus souvent dans ce sens-là, hein, que la femme va priver le partenaire de sexe, puis l'homme va priver sa partenaire de l'échange qui est plus émotionnel, de la connexion. Okay? Donc c'est comme ça souvent qu'on se prive l'un l'autre. Ça peut être le contraire, hein, c'est pas défini dans les sexes, là, ça peut être le contraire chez vous aussi, ça peut être d'une autre façon. Il y a plein de façons dont on prive notre partenaire un peu par vengeance finalement quand on est dans ce schéma d'auto-sabotage. Est-ce que ça vous sonne des cloches? J'aimerais que vous me partagiez dans le chat quelles sont les façons dont vous voyez que vous auto-sabotez. Je suis super curieuse. Je vais revenir à l'écran. Dites-moi.
Dites-moi tout. Moi, je me suis déjà auto-sabotée avec mon succès d'entreprise, je me suis déjà auto-sabotée avec ma prise de poids, avec le fait de ne plus aller danser et prendre soin de moi, de ma santé mentale. Je me suis auto-sabotée en dormant. Je dormais énormément. C'était comme quasiment des symptômes dépressifs aussi, le fait de ne pas avoir envie de se lever. Puis je me suis rendu compte que c'était simplement de l'auto-sabotage dans mon couple. Oui, autosabotage physique, yes. J'ose pas sortir le soir avec mes copines parfois. Ça peut faire partie de l'autosabotage pour plein de raisons en fait. Mais le fait de pas se nourrir en fait, de ne pas se nourrir en tant qu'individu, indirectement, ça sabote le couple parce que il va y avoir un ressentiment en fait. Il va y avoir un ressentiment, c'est genre je ne sors pas à cause de toi. Et dès que c'est ça, dès que c'est je fais pas ça à cause de toi, ben, ça va faire quoi de la perception du conjoint? Non. Moi, j'aimerais ça avoir un conjoint qui me laisse faire. Là, j'aimerais ça avoir un conjoint qui me dit va sortir le soir avec tes copines, j'ai préparé le repas pour les enfants, tout va bien aller. Mais non, ben là, je sens qu'il n'est pas comme ça, donc je baisse mon comportement. Sommeil ici, plus, actuellement en ce moment, pour rester disponible pour lui. Et ensuite, je me sens oppressée. Exact. Good. Donc l'idée, pour ramener au concret, ok, parce qu'on voulait des outils concrets, on veut être capable d'augmenter la finesse de notre perception. Ok. On veut, un peu comme le premier que je vous ai dit, c'est quand est-ce qu'on fait sortir la maman ours, ben, de la même façon, on veut être capable d'observer pourquoi j'ai ce comportement. Est-ce qu'il y a une vraie raison? Quelle est la réelle perception que j'ai de mon conjoint en ce moment? Parce que là, si on sent que notre conjoint est moins que nous, pour X ou Y raison, c'est évident qu'on va avoir des comportements d'auto-sabotage. Chez moi, c'est vraiment au niveau du passif-agressif. Je suis toujours prête à la guerre. Chaque comportement et parole sont analysés et abattus. Yes. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de... J'ai perdu mon mot. On veut inverser la tendance. Ok? Tout le point d'aujourd'hui, là, c'est qu'on veut s'autoriser à renverser la tendance. Je vais vous refaire un schéma avec les mains. Ok? Mettons qu'on est là. On est un peu descendu là dans la vision de notre couple. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça sert à faire quoi? Ça sert à faire ça et ça. Je me réengage. Je suis meilleure pour mon couple. Je vois telle et telle chose et j'ai de la gratitude pour ça. J'augmente ma perception du chiffre chez mon conjoint. Je suis capable de réduire mes zones de trigger. Je gagne des points. La perception de mon conjoint aussi, il voit que je gagne des points. Il voit que je suis moins passive-agressive. Il voit que je suis moins là-dedans. Okay? Donc en gros, on veut s'autoriser à level up. On veut s'autoriser à aller vers le haut et c'est exactement la raison pour laquelle on n'a pas besoin de l'intervention du conjoint. Parce que c'est un schéma naturel qui se fait. C'est une loi naturelle. On veut à côté l'autre. Et donc ça, c'est valable vers le bas, mais c'est valable aussi vers le haut. Il faut juste être game d'aller vers le haut. La seule raison pour laquelle on ne va pas vers le haut, c'est parce qu'on a peur que l'écart se creuse. Donc, dernière petite diapo pour vous. Je sors mon accent anglais, mon meilleur accent anglais, encore une fois, pour vous dire, cette phrase que j'aime beaucoup, c'est « Give him the best ». Va donner le meilleur, en fait, à ton conjoint. Va donner le meilleur dans ta relation. Il y a de grandes chances que ça level up, que ça aide ta relation à sortir de ce que c'est en ce moment. Ça va permettre de ramener des comportements, de se sentir amoureux, des comportements où on partage de la complicité, d'ouvrir le dialogue. Ça va amener tout ça, ça va tirer vers le haut votre relation. Si par un malheureux hasard, ça n'arrive pas. Si par un malheureux hasard, toi tu donnes ton meilleur,
tu sais là que c'est exactement cette personne que tu veux être dans ton couple et que lui, ben, il n'est pas sur la même longueur d'onde, puis c'est pas ça qu'il veut donner. À ce moment-là, tu pourras prendre une décision. À ce moment-là, tu pourras dire, malgré l'amour que j'ai pour toi, je pense sincèrement que ça fonctionne pas. Je pense sincèrement, on est rendu ailleurs dans la vie, puis c'est ok aussi. Mais en fait, la seule chose qui nous empêche d'avoir la relation qu'on souhaite, la relation idéale qu'on souhaite, c'est de pas oser level up. Parce qu'on a peur. On a peur d'être face à la réalité et de se dire, oh, en fait, c'est pas ça qu'il veut. En fait, il n'est pas capable de me donner ça. Mais dès lors qu'on choisit de grandir, déjà, ça nous fait du bien à nous, mais ça fait du bien aussi à la relation. Et j'aimerais pouvoir vous dire à quel point ça change la vie des femmes. Puis d'ailleurs, ben, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai un petit témoignage de Hélène qui est dans Joa en ce moment, Joa, mon programme d'accompagnement, qui partage très bien en fait à quel point, comment ben, elle, à partir du moment où elle a choisi de changer ça, elle a vu directement la réponse de son conjoint. Je vais vous partager ce petit témoignage si je le retrouve. Ok. Pas très réactive, hein, côté techno. Merci pour votre temps. Ok. Donc, on est là et c'est parti. Souvent, je me disais, je ne pas tout ça, je lui dis quoi faire. Je peux pas être plus précise que ça. Je peux lui faire un manuel de ce qu'il faut faire pour me faire plaisir. Et il me disait, je ne sais pas comment faire. Et j'étais là en mode, non, c'est pas ce que tu veux pas. Et je lui disais pas, mais je le pense tellement fort qu'il le sentait. Ça devait induire quelque chose sur lui. Et c'est aussi ce qui a commencé à... Vous avez bien le son, hein? Non? Ok, merci. Ok. Comment faire? Euh... Ah, c'est peut-être ici. Merci pour votre patience. Ok, ça devrait être bon. Vous allez me dire si c'est ok. Hop. Souvent, je me disais, putain, si je C'est bon? faisais pas tout ça, ça tournerait pas rond ici, en fait. Je lui dis quoi faire. Je peux pas être plus précise que ça. Je peux lui faire un manuel de ce qu'il faut faire pour me faire plaisir. Et il me disait, je sais pas comment faire. Et j'étais là en mode, non, c'est pas que tu sais pas, c'est que tu veux pas. Et je lui disais pas, mais je le pensais tellement fort qu'il le ressentait. Ça devait induire quelque chose sur mon comportement. Et c'est aussi ce qui a commencé à entacher sa confiance en lui. Et au plus j'entachais sa confiance en lui par mes jugements, au moins il prenait le lead. Au moins il prenait le lead, au plus je m'énervais intérieurement et on était dans cette boucle-là. Au début du programme, moi je voulais absolument qu'il regardait les vidéos avec moi. Je me disais, c'est quand même pas compliqué de s'asseoir à côté de moi. Sauf qu'en fait, lui, il voulait pas. Et je pense que s'il avait fait les vidéos avec moi, ça m'aurait juste empêché de prendre pleinement ma responsabilité, de me dire non, c'est ton truc, c'est toi qui décides d'y aller, c'est toi qui tiens cet espace. Et un jour où Julie m'a dit, c'est toi qui as décidé d'initier le mouvement, c'est de toi à toi, et puis après tu tiens ça dans ton couple. Tu le tiens parce que c'est ton choix. Et c'est là que je me suis dit, ok, je peux pas attendre ça de lui en fait, c'est mon choix, c'est à moi. J'ai arrêté de le juger. Vraiment, je me suis rendu compte que je le jugeais souvent et beaucoup. Et je me suis dit, non, en fait, c'est moi qui ai décidé de rester parce que je l'aime, c'est mon choix et je vais arrêter, je vais lui laisser faire son chemin à son rythme. Et en fait, du jour où j'ai fait ça, il a bougé vachement plus vite que la pression que je lui ai mis pendant 2 ans. Mais même si je lui verbalisais pas, je pense que ça se ressentait en fait. Good. Est-ce que ça vous parle tout ça? Tu, 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 tu. Pas tout à la fois.
Est-ce que vous sentez, après ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce que vous sentez à quel point est-ce que vous avez le pouvoir de transformer votre relation dès aujourd'hui? Est-ce que vous sentez à quel point vous pouvez faire la job sans même consulter votre conjoint? Yes, j'ai les oui qui commencent à arriver. Good. Donc, avant de se quitter, j'aimerais ça qu'on puisse ouvrir le dialogue. J'ai vu qu'il y avait une question tantôt, j'ai pas répondu. Mais on va pouvoir se faire une petite période de questions-réponses ou justement réagir à ce qu'on a vu aujourd'hui. Si vous avez des questions sur, OK, mais ça, comment est-ce que je l'implante exactement? Ou moi, je pense que ça va pas marcher parce que blablabla. Bref, on va pouvoir avoir cette période de questions. Donc, n'hésitez pas à commencer à noter les questions ou alors lever la main en virtuel, hein, vraiment avec la petite main virtuelle pour que je sois capable de vous voir en haut. Pamela qui dit comment rester dans cette énergie avant de voir les changements malgré les événements du quotidien. Yes! Écoute Pamela, je te dirais que c'est une aptitude qui se développe. Et au début, oui, il y a quelque chose qui est prenant. Tu sais, tu dis comment faire pour rester dans cette énergie. Et si tu étais sûr que rester dans cette énergie, c'était moins énergivore que ce que tu es en train de faire en ce moment? Est-ce que ça changerait la donne? Est-ce que finalement, ça serait pas juste une perception erronée qu'on a? Parce que souvent, les femmes, elles viennent me voir, puis elles sont épuisées, là. Elles sont comme, je suis plus capable. J'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, et ça marche pas. Donc, elles sont dans quelque chose qui est très énergivore pour elles, et qui n'a pas les résultats escomptés. C'est prenant. J'en peux plus. Je suis tannée. Et si la solution prenait moins d'énergie que ça? Pourquoi est-ce que ça serait forcément plus? Pourquoi est-ce que ça serait forcément plus dur? Souvent, on ne fait pas le changement parce qu'on a l'impression que ça va être plus dur. La réalité, c'est que quand on revient, donc j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de l'énergie, de l'amour. Donc au lieu d'être dans l'ours, être dans la loutre. J'ai parlé de ramener les comportements de réengagement. Ça aussi, c'est léger. Ça aussi, ça fait du bien. Et le troisième truc, c'est revenir et c'est défaire les comportements d'auto-sabotage. Ça aussi, on se sent bien quand on est dans une version qui est plus alignée de nous-mêmes, quand on donne notre meilleur. C'est pas donner plus, c'est pas quelque chose qui est lourd, c'est juste revenir à notre espace, à nous. Donc, c'est pas quelque chose qui va être énergivore, c'est pas quelque chose qui va être dur. Quand on comprend que notre naturel, et quand je dis naturel, c'est le côté plus, justement, amour, loutre, etc. Quand on voit que ça, c'est pas énergivore, ben, let's go. On peut l'adopter de plus en plus souvent. Note, au début, ça va pas être naturel pour vous. Au début, ça va vous prendre un effort. Et donc, c'est peut-être de là ta question, Pamela, c'est que tu as sûrement essayé à certains moments, tu t'es dit, OK, ben genre là, j'arrive là-dedans, je tiens ça, puis là, d'un coup, ça pète. C'est normal. Ça va arriver. Pour qu'un comportement soit capable, qu'on soit capable d'ancrer un comportement, ça prend de la répétition, ça prend des essais-erreurs. Et notre zone de trigger, là, au début, elle est grande et elle se réduit. Mais elle existe quand même. On ne peut pas la faire disparaître à 100%. Donc, les triggers vont revenir. C'est OK que ça soit déclenché de temps en temps. On ne peut pas faire un 100% sans zone de trigger. Mais ce qu'on veut, c'est adapter notre capacité petit à petit et être capable de revenir le plus possible à l'amour, de revenir le plus possible à la gratitude et de balayer ces auto-saboteurs. Donc, c'est un travail qui se fait tranquillement. OK? Good! Oui, Eugénie, vas-y. J'avais envie de dire justement, moi, je trouve ça, je suis dans le joie, donc je l'essaye depuis un moment. Effectivement, je trouve ça dur. Tu sais, je te parle tout le temps de la maudite patience. Là, je suis pas patiente. Moi, je veux du résultat hier, puis c'est très compliqué.
Mais malgré que je fais des bourdes, parce que je me retrigger, puis je repars en live, puis whoop, ben, je trouve que malgré tout, dernièrement, peut-être juste plus cette semaine, mon chum, il fait des efforts que je n'avais pas vus depuis quand même un bon bout de temps. Puis ça me surprend, tu sais, puis ça arrive parfois même tout de suite après une zone de trigger, puis je me dis, Mmh. OK, ça se trouve, il voit à quel point je travaille fort toute la semaine pour que je ne pas aller là. Puis là, il comprend que, Mhm. whoop, elle s'est lâchée un peu, je vais comme juste lui signale. Moi, c'est mon. Je lui signale que c'est correct, tu sais, t'as le droit pareil ou je t'aime pareil, tu sais, c'est bon. Oui! Oh Tu my sais, God, je j'adore. trouve que je vois des petits. Ben, c'est minime chez nous, c'est encore très rock'n'roll, là, mais ça reste que je trouve que malgré que je tiens pas la cadence, il se passe des choses. Donc, il ne faut pas se mettre trop de pression de, comme tu disais, d'être tout le temps bonne dans cette énergie-là. Puis c'est sûr que oui, ça se développe, puis ça prend. C'est compliqué parfois, mais il y a du résultat même quand c'est pas parfait. C'est ça que je voulais dire. Good. C'est vrai que faut rester douce avec soi-même parce que ça reste des comportements qui sont ancrés chez nous et qu'on a envie d'aller transformer. Faut que notre cerveau, on parlait tantôt là du cerveau, puis comment il aime avoir raison, puis comment il a des réflexes, des zones de trigger et tout ça. On veut devenir plus malléable, mais ça prend un changement. C'est un changement d'habitude en fait. C'est un changement d'habitude, c'est un changement de chemin de réponse. Donc ça se fait petit à petit. Et voilà, l'idée avec ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est que vous puissiez, oui, que vous puissiez commencer dès aujourd'hui avec des trucs tout simples en fait, pour voir à quel point, ne serait-ce que quand vous faites ce petit exercice-là le soir, de ramener la gratitude, dire un mot gentil à votre conjoint, paf, vous vous sentez une autre femme, vous vous sentez réengagé. Et en fait, c'est à petits pas comme ça qu'on est capable de transformer complètement notre relation parce que on la tire vers le haut plutôt que d'accepter la descente vers le bas. Ça fait du sens? Good. Est-ce qu'on avait une dernière question, intervention? No? Good. Ben écoutez les filles, j'espère que vous avez aimé ça puis que vous allez mettre en place dès aujourd'hui ces outils-là pour être capable de plus vous réengager dans votre couple. Yeah, merci Chloé, je suis contente que tu aies aimé ça. Vous devez savoir que en ce moment, je suis en période d'ouverture de JOA. Donc, c'est-à-dire que c'est un moment dans lequel vous êtes en mesure de rentrer dans le programme JOA. Donc, vous avez vu Hélène qui en a fait partie, vous avez vu Eugénie aussi. C'est un espace qui est dédié aux femmes qui souhaitent justement faire tout ce travail-là pour être capable de ramener le couple qu'elles souhaitent. Donc, aller chercher une relation qui est nourrissante, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on sent qu'on peut se développer à son plein potentiel et devenir ce couple qui est inébranlable, qui se tient ensemble, qui se tient en équipe. Et donc, c'est un travail que je fais exclusivement avec les femmes. C'est pas du tout quelque chose qu'on fait en couple. Et on a notre groupe de femmes, donc autant avec des apprentissages, un petit peu comme on vient de faire aujourd'hui, mais aussi avec des groupes où on est capable de discuter et d'aller vraiment changer la gymnastique de notre cerveau par rapport à une situation qui s'est passée, comme une situation concrète. On va voir les dessous de ça, on va voir quelles sont les pensées d'un côté, quelles sont les pensées de l'autre et comment est-ce qu'on peut remanier ça pour créer le couple qu'on souhaite. Good, je suis contente que ça vous ait plu. Fait qu'à partir de là, les filles, les femmes, pour celles qui veulent en savoir plus, pour vrai, là, je vous dis, je voulais faire une page vraiment nice pour avoir... Oh, je sais pas si on a quelqu'un qui rentre, mais comme... Bref. Je voulais faire une page vraiment nice en vous expliquant c'est tout ce qu'est Joa et tout ça. J'ai fail à ma mission parce que j'ai eu un problème de logiciel. Le site web que j'utilise d'habitude, bref, il y avait un truc qui n'était pas connecté. Je n'ai pas pu vous faire la version genre coach en ligne avec les automatisations de tu rentres et t'as tel bonus 1, bonus 2, bonus 3. Non, ok, donc aujourd'hui ça va être la version simple, d'accord? Donc pour celles qui sont intéressées à aller plus loin, je vous propose de prendre rendez-vous avec moi. C'est quelque chose que j'aime bien honnêtement, c'est d'avoir une rencontre au-delà de juste
comme quelqu'un qui a cliqué sur mes affaires puis qui a acheté. J'aime ça qu'on puisse se rencontrer pour être en mesure de vous guider vers l'option qui est la meilleure aussi pour vous. En ce moment, j'ai 2 offres différentes. Il y en a une qui permet d'être plus autonome dans son apprentissage, puis une qui permet d'avoir des one-on-one avec moi, d'être plus cadré. Donc, dans le fond, pour celles qui ont envie d'aller plus loin, je vous invite à réserver. Je vais vous mettre le petit lien dans le chat. Vous pouvez le retrouver aussi pour ceux qui regarderont en replay. Je l'ai mis dans l'email. Oui, Eugénie. Et je veux pas faire la pub, mais juste parce que je suis dedans, puis que je trouve qu'on a un super beau groupe, puis la force du groupe, elle est à ne pas minimiser, de pouvoir écouter les histoires des autres, de pouvoir voir comment elles vivent les choses, de pouvoir partager à travers ça, puis d'avoir vraiment cette force de groupe, c'est formidable. Puis ça serait super cool s'il y avait des nouvelles participantes pour pouvoir renforcer encore ce beau groupe. Donc, je vous invite personnellement. J'adore! Puis, juste dire que, dans le fond, comment ça se passe, c'est que c'est un petit appel avec moi, un peu dans la continuité de ce qu'on a fait aujourd'hui, mais c'est un appel informel. Là, dans le fond, je vais vous poser des questions sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, puis vous guider dans ce qui serait le meilleur pour vous. Et aussi, donc là, dans le fond, vous pouvez prendre rendez-vous jusqu'à dimanche. Donc, pour des rendez-vous jusqu'à mercredi prochain, parce qu'après, je vais fermer les portes jusqu'à 2025, jusqu'à l'année prochaine. Donc, si vous voulez embarquer dans Joa, puis être capable de transformer votre couple en 2025, amener quelque chose de nouveau pour un nouvel élan, c'est maintenant, dans le fond. Dites-moi si vous avez pris rendez-vous. Ah, merci Christelle. Good. Fait que, on arrive à la fin. Je vous souhaite, mesdames, de mettre en place ces trucs-là, ok? Juste un petit truc, même juste le plus petit truc que tu as retenu aujourd'hui, applique-le. Applique-le, vous allez voir que c'est... Tu sais, souvent, on a beaucoup d'overthinking, ok? On va penser notre relation. On va dire, pourquoi il fait pas ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je vous dis là, ramenez-vous à la chose la plus simple que vous pouvez faire pour votre couple aujourd'hui. Moi, je déteste là quand les thérapeutes ils disent des trucs du genre faut prendre des dates au resto, genre faut prendre du temps pour soi. On s'en fout. C'est tellement surfait. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est le regard qui dit ça. C'est la façon dont tu embrasses ton conjoint. C'est la façon dont tu viens lui faire un câlin. C'est toutes ces petites choses-là, un mot que tu lui dis, c'est ça qui compte. C'est bien les dates au resto là, mais c'est surcoté. Donc, comment est-ce que dès aujourd'hui, vous pouvez amener un petit truc, que ce soit dans votre conscience de vous-même, donc dans les zones de trigger ou d'auto-sabotage, ou alors dans le côté gratitude. Faites ne serait-ce qu'une petite chose, puis vous allez voir à quel point ça va vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre relation, de vous sentir réengagé et de transformer avec vous, en fait, d'amener avec vous votre conjoint. Puis pour celles qui ont aimé la discussion, qui veulent aller plus loin, qui se disent « Ok, let's go, j'ai vraiment envie de plonger dans cet univers-là, d'être capable de transformer ma relation en mode 360 », eh bien, je serais ravie d'avoir un talk avec vous pour être capable de vous dire à quel endroit vous seriez le mieux pour qu'on continue l'aventure ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé ça. Yay! Bonne journée à vous et à une prochaine fois. Bye!